Bon, bien bonjour. Bienvenue pour cette conférence sur Vertix, utilisée dans un cadre un petit peu particulier, qui va tourner sur des petites cartes. Là, je vais vous en montrer tout à l'heure. Oups là. Donc, en voici un exemple tout là-haut. Donc, c'est une carte au druide, je vous montrerai. Donc, c'est vraiment un cadre particulier, mais ça mettra l'accent aussi sur le fait que Vertix, c'est léger. Ça tourne même sur des petites ressources comme ça, et vous pouvez l'utiliser dans un autre cadre. Donc, ça va être dans l'embarqué, c'est dans le titre, et c'est avec tout un tas d'objets, enfin tout un tas, j'en ai pas mis beaucoup, mais on peut en utiliser pas mal. Donc, j'ai fait un mix de tout ça, rajouté du P4G, et puis voilà la conférence. Bon, c'est bon, vous pouvez quand même rester, il y a des choses à voir. Euh, donc, alors, qui suis-je? Eh bien, écoutez, j'ai perdu, visiblement, j'ai passé l'écran ici, mais là, j'ai perdu... Oula, c'est bon. Donc, qui suis-je? Donc, ça fait un peu plus ouais, j'allais dire de 20 ans, presque de 20 ans que je travaille. Donc, j'ai passé pas mal de mon temps en société de service. Et depuis un peu plus d'un an, je travaille dans la robotique industrielle, des robots qui se déplacent tout seuls, tout ça. Et voilà. J'aime bien le hardware, là, pour le coup, je suis servi. Accessoirement, je fais aussi partie de l'équipe du Bressjug sur Rennes, donc le Java User Group Rennais. Et puis, vous voyez, j'ai pris le t-shirt, j'ai mis le logo, voilà. Le Bresscamp est passé, mais je fais également partie de l'équipe d'organisation. Comme pour le Bressjug, je suis venu avec des petites cartes, et il y en a d'autres qui sont venus hier, qui ont fait des choses un peu particulières. Moi, je n'ai pas de lapidaire, j'ai rien, il n'y a pas d'étincelle qui va sortir. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, Nicolas, qui est de Rennes aussi, a pris un lapidaire, il a coupé une Raspberry Pi en deux sur un cluster pour montrer que son cluster continuait de fonctionner même s'il lui manquait une Raspberry. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas faire de spoiler, hein, je vais passer à la suite. J'ai pas mal de démos, ça va être surtout une conférence qui va montrer du code et comment il fonctionne ici. Donc, les slides, c'est assez limité. Donc, je vais commencer par vous parler de Vertix. Donc, si vous avez des questions sur Vertix, il y a deux personnes qui sont devant là, qui sont des core committeurs. Donc, je pense qu'ils seront ravis de vous répondre. Ils seront peut-être même à corriger des erreurs que j'aurais pu éventuellement dire. Mais voilà, moi, ce que j'ai retenu de Vertix, c'est que c'était quelque chose de... Voilà, que Vertix, c'est une librairie. Donc, vous l'utilisez comme vous avez envie. Ça peut être utilisé en standalone ou directement dans une application standard. Voilà, donc c'est le terme toolkit en fait. Et ensuite, eh bien, ça fait des choses où on va gérer tout un tas d'événements. Moi, c'est cette partie-là que je vais utiliser parce que Reactive, il y a plusieurs définitions, hein. Clément a fait le tour des jugs, ou peut-être pas toute la France, mais un certain nombre, pour expliquer ce que c'était que le côté réactif et les deux aspects réactifs de Vertix. Et donc tout ça tourne sur une JVM. Donc moi, les qualités que j'ai retenues, surtout, c'est que c'était de la gestion d'événements, et ça me plaît bien, que c'était non bloquant. Là, il y a plein de choses dans le hardware qui sont bloquantes, typiquement la lecture sur des bus, tout un tas de choses comme ça. Donc, faire des wrappings d'API bloquantes, c'est plutôt assez sympa. Il y a une event loop, ça permet de faire plein de choses, surtout si vous avez fait un petit peu de Node.js avant, parce que Node est assez répandu. Donc, on a pu utiliser l'event loop dans un autre cadre. Et puis, ça vous laisse aussi la liberté de choisir le langage. Donc moi, pour la conférence, là, j'ai pris que Java, parce que j'ai fait un choix de montrer un certain nombre de choses et pas l'aspect polyglotte, mais vous pouvez choisir, là, j'ai mis les logos des langages supportés en standard, mais il y en a d'autres langages qui sont supportés par la communauté. D'abord, les aspects synchrones et asynchrones. Alors là, j'ai représenté une image que j'ai piquée à Horatio, qui, selon lui, représente la file d'attente de la Poste. Alors, dans un autre cadre, j'avais fait ça, mais en représentant la file d'attente ou les files d'attente qu'il pouvait y avoir au McDo, à l'époque où j'étais jeune, on va dire. Parce que depuis, ça a changé. L'idée, c'est que vous avez ici la représentation d'une file d'attente avec une personne qui est derrière un guichet qui fait tout un tas d'actions. Et tant qu'elle n'a pas fini l'ensemble de ces actions, eh bien, les personnes qui sont derrière attendent et n'ont pas commencé. Donc, en fait, là, on est vraiment avec des cas bloquants et typiquement, on va retrouver les threads HTTP, par exemple, en standard avec les servlettes. Vous allez avoir X threads HTTP et derrière, vous allez le même requête HTTP va faire son accès en base de données, récupérer les données, faire la mise en forme, vous renvoyer. Et pendant tout ce temps-là, le thread va être occupé. Donc,
le principe de l'event loop, c'est complètement différent. C'est qu'on va gérer il y a un seul thread pour une event loop, et il va y avoir une espèce de mapping entre j'ai un événement qui est associé avec un bout de code exécuté. Et donc lui, il va récupérer les événements et exécuter les bouts de code les uns après les autres. Donc on est dans une philosophie complètement différente. J'allais dire qu'on pourrait faire presque une analogie avec ce qu'on peut retrouver aussi chez Starbucks, où vous allez au guichet, ils vont vous prendre votre commande, ils mettent une étiquette sur un gobelet, ils le mettent à côté et vous allez en salle directement. Et pendant ce temps-là, le café, le chocolat ou ce que vous allez commander va se faire et à la fin, ça va revenir vers vous. C'est le principe de la callback. Et vous allez être servi. Et pendant ce temps-là, la file, elle a été dépilée. Vous n'avez pas une file d'attente qui s'est allongée. Bon, ben voilà, j'ai presque tout dit sur l'event loop. Il y a un élément quand même qui est super important pour l'event loop, c'est qu'il ne faut jamais la bloquer. Donc, Vertex, je le prononce mal, offre des API pour wrapper, des appels à des API bloquantes. Et il y a notamment une notion de worker thread pool. Il va donc y avoir un pool de threads spécifiques qui vont être utilisés pour ces exécutions de code bloquant. Et ça ne va pas être le thread de l'event loop qui va exécuter ce code, pour surtout pas bloquer l'event loop. Un autre aspect super important et intéressant de Vertex, c'est son event bus. Parce qu'en fait, ça vous permet de faire communiquer différents bouts de programme avec des messages. J'allais dire des bouts de programme parce qu'il y a d'autres termes employés, mais pour l'instant, je reste là. Ce système de messagerie, en fait, j'allais faire le parallèle avec l'event emitter pour ceux qui ont fait du Node, par exemple. Donc ça émet des messages et vous allez pouvoir avoir de l'autre côté des gens qui vont s'abonner. Donc il y a du publish subscribe, il y a du point-to-point, donc ça va être quelqu'un qui va directement s'adresser à un autre. Et puis il va y avoir aussi un système de réponse. Vous allez pouvoir envoyer un message, attendre la réponse et faire quelque chose avec cette réponse. Tout ça en asynchrone. Donc le attendre est à mettre entre guillemets. Côté hardware, qu'est-ce que j'ai utilisé? En fait, ici, j'ai deux cartes différentes, des cartes à base de processeur ARM, donc avec du Linux de base. C'est même pas du version spécifique Linux embarquée, c'est des Linux type Ubuntu pour la première et type Raspbian pour la seconde, qui est sur la Raspberry Pi. Donc ici, on a deux cartes qui sont, vous voyez, c'est deux quad-core. Il y en a un qui est un petit peu plus péchu que l'autre. C'est l'Odroid C1 là-bas. Vous avez l'Odroid C2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est avec 2 Go de RAM et 2 GHz, avec un CPU à 64 bits qui est sorti, et depuis aussi la Pi 3 qui est sortie assez récemment, également sur CPU 64 bits, mais à 1,2 GHz. Donc toujours un petit peu un cran au-dessous en termes de puissance. Ceux qui veulent du réseau, en fait, l'Odroid, elle est quand même un cran en avance également. Donc, ce que j'utilise dans le système pour pouvoir accéder aux aspects hardware, en fait, il y a un certain nombre de petits pinoches là, qui sont sur les cartes. Alors, je n'ai pas posé la question. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà des Raspberry Pi à la maison ou des choses du genre. Bon. Donc, quand je dis les pinoches, vous voyez en gros à quoi ça correspond. Donc, en fait, il y a des modules Linux qui permettent à bas niveau de communiquer avec ces interfaces physiques. Donc, il y a un module I2C, par exemple, pour discuter sur un bus I2C. Donc, c'est des écrans LCD que j'ai ici sur le montage. Il y a un bus OneWire. En fait, ça utilise des pins classiques qui vont en fait envoyer des 0 et des 1 de manière cadencée très spécifiquement pour pouvoir mettre sur le même bus différents capteurs. Là, moi, j'ai mis 2 capteurs de température. Et il va y avoir aussi le premier truc, c'est effectivement les GPIO, qui sont les General Purpose Input Output. Donc, c'est en gros pour faire passer un signal de 0 à 3,3 V. Donc, moi, je vais m'en servir pour allumer une LED. Mais ça pourrait derrière enchaîner des commandes via des systèmes de relais pour faire du 220 ou plus, tout ce que vous voulez. J'utilise une version snapshot
de P4G. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Pourquoi Snapshot? Parce que c'est la première version de P4G qui va permettre de faire tourner sur autre chose que du Raspberry Pi. Et elle supporte différentes cartes, notamment l'Odroid C1, et il y a du Banana Pi, etc. Parce qu'en fait, ça passe par des wrappings JNI spécifiques. Et donc, voilà, cette version-là utilise ça. Et donc, le Waying qui est juste en dessous. Alors là, c'est un petit clin d'œil aux gens qui font du marketing. Donc, c'est les GPIO, effectivement, c'est des entrées-sorties numériques. Là, on va tout simplement capter un bouton. Donc, ça va capter une mise à la masse d'une des pinoches. Et puis, on va forcer au contraire de 0 à 3,3 volts une autre sortie pour allumer une LED. Les bus qu'on va pouvoir utiliser. Alors le bus série standard, j'allais dire, anciennement RS232, maintenant on est à des niveaux inférieurs en tension, donc on parle du HART, hein, c'est des niveaux de tension à 3,3 volts, qu'on peut utiliser, alors chez moi je l'ai utilisé pour brancher sur mon compteur électrique, donc j'ai dû faire l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, des quickies ici pour en parler. Il y a 2 ans, je crois. Et donc, j'utilise aussi le bus OneWire dont je vous ai parlé pour les capteurs de température et le bus I2C pour les LED, pour les écrans LCD. Et ben alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va aller dans le code. Donc, le Hello World, en général, en hardware, c'est quoi? C'est j'allume une LED. Ah zut, c'est que tout à l'heure j'ai redémarré. J'ai oublié de le relancer. Alors, je me permets... Non, il est bien là. Alors, le Hello World, que je vous explique rapidement. Donc, j'ai pris un petit build Gradle, j'allais dire standard, même s'il y en a qui sont au premier rang qui ne seraient peut-être pas d'accord pour parler de ça. Et je vais vous présenter juste un Hello World de base qui va ici... Alors, je vais prendre tous ces contrôles... Non, c'est pas ça. Contrôle molette, je crois. Pour agrandir, voilà. Peut-être que ça va être plus lisible comme ça. Donc ici, je vais tout simplement utiliser, alors je vous expliquerai après la partie matérielle, j'initialise, en fait, j'ai une méthode qui s'appelle initGPIO, qui va me renvoyer un objet de type LED, et tout simplement Vertix, j'utilise directement la librairie en faisant, ici, il y a une méthode statique Vertix qui me crée l'instance et qui me donne l'instance de l'event loop, sur laquelle j'ai directement une méthode, set périodique, et toutes les secondes, en fait, il va me changer l'état de ma LED, il va le passer soit à on, soit à off. Donc pour la petite info, voilà, c'est le code que j'ai un petit peu externalisé pour séparer la partie hardware. Donc ici, je définis que c'est bien une plateforme Odroid, alors ça peut se mettre aussi ailleurs, mais bon, voilà, en variable de configuration notamment. Je récupère un GPIO contrôleur et je vais définir à cet endroit-là, effectivement, quel est l'état, quel pin j'utilise et quel est son état. Et ensuite, accessoirement, c'est pour éviter de rester avec une LED allumée. Quand ma JVM va s'éteindre, il y a un hook qui va permettre d'éteindre la LED. Donc, je vais l'exécuter. Alors, hop. Là, je suis en connexion SSH directement sur... Oh purée, j'ai perdu la connexion. Les 2 connexions, je les ai perdues. Bon, on va falloir faire une petite pirouette. C'est bon, il y en a une que j'ai récupérée. Ok, donc, petite frayeur. Pour la petite histoire, j'ai fait la même conférence au Brestcamp. J'ai eu un souci de réseau. Donc là, je suis venu avec un routeur, etc. Et j'ai tout fait en VI par le port série sur les cartes. Donc il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc ici, j'ai fait un build. Alors, je n'ai pas montré le build, mais j'utilise un plugin Gradle qui s'appelle ShadowJar, qui permet de faire un FatJar. Et donc, j'ai directement utilisé... Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, parce que je me suis laissé distraire par... Donc, c'est tout. Et c'est cette méthode main, en fait, qui va être exécutée.
Donc je retrouve mon livrable, mon jar, directement dans le build lib. Je fais java-jar, je lance mon main, et puis ben voilà, vous voyez la LED ici qui s'allume. Donc alors, sur l'image ici, ou ceux qui sont suffisamment proches peuvent le voir également ici. Alors il y a une petite latence entre ce qui s'affiche dans ma console et ce qui s'affiche ici, mais c'est la latence de la webcam. Ok, donc là on a vu le premier Hello World. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du code asynchrone qui est envoyé avec le set périodique. Là on a exécuté une lambda, un petit bout de code directement. Je n'ai pas montré, mais il y a des dépendances qui sont ultra limitées. Vertex Core de mémoire, c'est combien? C'est 700 kg, quelque chose comme ça, je crois. Le Vertex Core.java, .jar 2 kilos? Non. Bon, je crois qu'il en rajoute un peu. Et puis, effectivement, l'accès, il y a juste la librairie P4D Core que j'ai utilisée, qui n'est pas très lourde non plus, qui s'est un petit peu alourdie avec les différentes librairies SO, mais pas très lourde. OK, donc là, maintenant, je vous ai montré la partie juste, j'utilise la librairie. Maintenant, je vais vous montrer, on va remplacer le main par une notion de vertical, en fait. Le vertical, ça correspond à une unité de programme qui est gérée directement par Vertex. Il va falloir que je m'y fasse. J'ai l'habitude de dire Vertex et pas Vertex. Je vais me faire reprendre à chaque fois. Vous ne m'en voudrez pas. Donc, si je reprends maintenant le Hello World, zut, c'est comme ça. Donc en fait, je fais strictement la même chose, sauf que ici, je vais hériter d'une classe abstraite qui m'est fournie par Vertex. Alors là, j'ai mis un main parce que ça me permet de faire directement un lancer dans mon IDE. Et dans ce main, je vais déployer le vertical avec une méthode qui s'appelle deploy vertical. Donc en fait, on peut déployer comme ça pas mal de vertical et des unités en fait, de programmes qui vont directement être gérées par Vertex. Le vertical, il a comme particularité de donner deux méthodes. Le start, enfin de donner, c'est l'abstract qui vous permet d'avoir ça. Vous allez la surcharger, ces méthodes start et stop, qui vont être démarrées au moment où le vertical va être déployé. Ou arrêter lorsque vous allez faire un undeploy ou stopper votre application. Donc là, cette fois-ci, j'ai utilisé dans le build Gradle une autre notion. Hop. Non, c'est à chaque fois je me trompe. Voilà. Donc j'utilise une classe utilitaire fournie par Vertex qui s'appelle le launcher. Donc là, ça permet, ce launcher, de lancer un vertical pour peu qu'il retrouve dans votre jar, dans le manifeste, la classe correspondant au vertical à lancer. Donc ça, c'est fait directement pour avoir un java-jar, mais vous pourriez très bien avoir un utilitaire en ligne de commande qui s'appelle Vertex, qui fait que vous installez, vous faites Vertex run mon vertical, et ça va directement lancer, s'il a bien le class pass qui va bien, directement ça fera exactement la même chose, c'est la classe launcher qui va lancer votre vertical. Donc je reviens sur, voilà, je vais exécuter maintenant la même chose, le 0,2. Et voilà. Donc là, par contre, vous commencez à voir que j'ai un log complémentaire qui me dit, hop, je vais l'arrêter, qui me dit ici starting vertical, et il vous donne également l'information succeeded in deployed vertical. OK. Donc ici, de la même manière, j'allume la LED et autres, mais là, je vais commencer à utiliser une mécanique fournie par Vertex. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu la vertical, qui est une unité de programme et qui, en fait, avec tout ce qui va bien en termes de monitoring, et j'en parle pas, mais il y a pas mal de choses, je mets des liens à la fin pour ça, mais pour faire notamment du monitoring et tout un tas de choses, qui va vous permettre de faire vraiment quelque chose de léger et de ce qu'on pourrait appeler des microservices. Ce qu'apporte le vertical, c'est aussi un cycle de vie à cette unité de programme, donc le start, le stop, le deploy, undeploy. Et puis là, je vous ai montré également la classe launcher qui est directement fournie pour lancer le vertical.
Et donc, j'ai caché plein d'autres fonctionnalités. Je vais en faire découvrir quelques-unes, mais il y en a encore plein d'autres qui sont cachées derrière cette notion de vertical. Parce que ça a quand même une plus-value non négligeable par rapport à l'utilisation de la librairie telle que. Donc là, j'ai montré l'unité de programme. Maintenant, on va montrer comment est-ce que différentes unités de programme peuvent communiquer ensemble. Donc, ils communiquent via l'Event Bus. Oups là, il ne faut pas que je montre. Donc, l'Event Bus, ce que j'ai fait comme petite démo, c'est que je vais avoir deux verticals. Un vertical qui va gérer mon bouton et un vertical qui gère ma LED. Et donc, quand je vais appuyer sur mon bouton, j'envoie un message via l'Event Bus au vertical qui gère la LED, qui, lorsqu'il reçoit le message, eh bien, allume la LED. Donc, ça veut dire que je fais une télécommande quelque part à travers l'Event Bus. Donc, l'application principale, elle, ne fait rien de particulier. Hein. Elle fait juste, c'est un vertical de base, mais qui sert juste à déployer l'ensemble des verticals de mon application. Donc, je vais avoir mon LED vertical qui se rapproche beaucoup de ce qu'il y a tout à l'heure. La seule chose, c'est que lui, en fait, il va écouter ici, sur l'Event Bus, il va écouter un message qui va s'appeler MyButton. Et sur ce message, je ne regarde même pas le contenu, en fait, je fais donc ici, ce morceau de code-là va être exécuté, donc cette lambda. Donc je récupère l'event. Normalement, je pourrais récupérer aussi le contenu du message, mais là, je n'en ai pas besoin. Et donc, je vais changer l'état de ma LED. Et de l'autre côté, en fait, eh bien, je vais faire la même chose. Pour le bouton, je vais provisionner, etc. Et la seule chose qu'il y a, c'est que là, je vais, toutes les 100 millisecondes, parce que j'avais un souci avec l'appli qui était buggée pour récupérer l'événement sur le P4G, c'est une version bêta que j'utilise. Donc, toutes les 100 millisecondes, en fait, je vais scruter l'état du bouton. Donc là, de manière simple, en fait, j'utilise juste un set périodique. Et si je vois que mon état change, en fait, j'envoie un message qui est le button state. En fait, je l'envoie directement sur l'Event Bus. Bon, c'est pas très joli le set périodique, mais c'est en attendant que la librairie P4G permette de récupérer directement un événement sur un front haut ou front bas du bouton. Donc, si je fais maintenant là, tourner ce code. Zut. Voilà, donc là, je déploie bien mon vertical. Mon log de mon button vertical m'affiche c'est bon, il est configuré. Mon log de LED vertical m'affiche aussi qu'il est configuré. Impeccable. Donc maintenant, je vais pouvoir appuyer. Ah, super, ça marche. Donc vous voyez qu'ici, on s'amuse de pas grand-chose. Hein. Donc vous voyez ici en fait que ce que j'ai logué était logué directement juste avant d'envoyer ici sur l'Event Bus. Donc on va retrouver ce log sur button state ici, c'est le button state changed. Ensuite, si je reprends la même chose côté LED, eh bien, je vais avoir ici un LED toggle qui est affiché ensuite et je vois bien ici l'information LED toggle low. Donc vous voyez qu'en fait, derrière, j'envoie bien un message, que c'est bien récupéré de l'autre côté et tout ça de manière finalement assez simple. Donc là, on a vu finalement du mode point à point, j'ai envoyé un message d'un vertical à un autre. Toujours de manière asynchrone. Maintenant, on va commencer à compliquer un petit peu plus les choses. On va utiliser une API bloquante, en fait. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'event loop, il ne faut surtout pas la bloquer. Donc là, j'ai utilisé, alors c'est mon programme s'appelle Temp DS18B20 parce que DS18B20, c'est la référence en fait du capteur de température. C'est un capteur de température assez connu. Ok, donc en fait, il y a une API pour ça dans P4G pour aller lire
qui va utiliser ce qu'on appelle ici le W1 master. Je vais récupérer une instance de ce bus par défaut, en fait, il est configuré ce bus pour aller sur un pin en particulier. On peut le modifier, mais par défaut, j'ai utilisé le pin par défaut. Et ensuite, il va y avoir des ID. En fait, ici, j'ai 2 capteurs température, ils sont sur le même bus. Et donc, pour repérer comment dire, le device, le capteur, en fait, à l'intérieur, il y a une puce avec un ID gravé en dur dans la puce. Et c'est cet ID que j'ai ici. Donc ici, je vais récupérer au début, je vais scanner le bus et en fonction de lorsque je vais démarrer ici, vous voyez, lorsque je vais démarrer le vertical, je vais scanner le bus pour récupérer les devices et mettre ça dans une map pour pouvoir maintenir mes températures lues en permanence. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aussi aller lire une température. Je vais aller lire une température, mais là, ça commence à être un petit peu plus chaud parce que vous voyez que là, il y a quelque chose qui est bizarre. Là, c'est un future.complete. Donc, en fait, c'est qu'ici, je vais avoir besoin, dans certains cas, de dire est-ce que mon action elle est terminée. Donc là, si je veux savoir quand est-ce que, typiquement dans un test unitaire, par exemple, c'était un des besoins que j'avais à un moment donné sur un projet, de déployer mon vertical dans un test unitaire, mais je ne pouvais pas faire des appels sur mon event bus tant que mon vertical n'est pas déployé. Donc pour avoir cette information, en fait, on va avoir ici cet objet future qui va permettre, lorsque vous faites future.complete, d'informer la fin de la lecture de température. Donc ici, ce readTemp, en fait, c'est une méthode qui est en dessous, qui va récupérer, et qui va utiliser en fait une notion d'asynchrone, de résultat asynchrone. Et ici, j'ai utilisé une fonctionnalité un petit peu plus, qui est assez récente, pour faire de la composition d'appels plutôt que de faire des callbacks dans des callbacks. Eh bien, j'ai préféré faire de la composition. Alors ici, j'ai une première exécution. Lorsque c'est terminé, je fais un future ici .complete, un sensor1 complete et un sensor2 complete. Donc ici, j'ai utilisé une autre méthode, parce que ça peut durer longtemps, qui s'appelle execute blocking. Ça permet de faire exécuter du code par vertex, mais dans un thread à part. Donc comme ça va vous permettre de ne pas bloquer l'event loop. Et pour être averti également de lorsque ce thread a terminé son boulot, là, il y a encore une autre future. C'est pour ça que j'ai ça ici. Et donc, j'ai utilisé ici 2 futures. Et donc, ici, j'ai un future dans lequel je vais passer le résultat qui est la température. Et ensuite, le deuxième future, c'est ça qui va être appelé lorsque ça va être terminé. Et donc là, je vais dire, OK, mon sensor 2, c'est terminé. Et donc, j'ai ma première future ici qui est finie. Et à la fin, je récupère mon result handler. Et c'est lui seulement, lorsque les 2 futures seront complètes, qui lui-même va faire un succeeded. J'espère que j'étais assez clair, ce n'est pas très facile. Je ne suis pas habitué à expliquer ces notions qui sont encore assez neuves pour moi par rapport aux programmations plus impératives qu'on peut voir dans nos programmes classiques. Donc là, l'idée, c'est d'enchaîner que des callbacks et de pouvoir attendre des callbacks, mais sans vraiment faire de l'attente, puisque derrière, vous ne bloquez pas l'event loop. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui est terminé, eh bien, vous remettez l'event loop va savoir qu'il y a quelque chose à faire parce qu'il y a le complete qui va être fait. OK. Alors, ensuite, une fois que j'ai lu ces températures, en fait, je vais mettre une autre manière pour un autre moyen d'accès à cette température. En fait, ici, je vais mettre une espèce d'API sur l'event loop qui va être le sensor temp. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais envoyer un message de l'extérieur qui va avoir comme adresse, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais c'est l'adresse ici du message, donc sensor temp. Et une fois que cette adresse, je vais y accéder, en fait, je vais renvoyer ici, c'est le event reply, je vais renvoyer une réponse. Je vais aller d'abord regarder ce qu'il y a dans le body. Je vais ensuite regarder si c'est le capteur 1 que je demande ou le capteur 2, et je renvoie la réponse, la température 1 ou la température 2.
Donc c'est un pattern relativement classique. Alors pour consommer ça, j'ai fait un petit vertical HTTP. C'était le moment pour moi de vous présenter également l'intégration d'un serveur HTTP dans Vertex. Donc vous avez ici directement une API. Vertex, c'est basé sur une pile réseau très puissante, Netty. Et vous avez directement un serveur HTTP offert par Vertex avec ici, bon, de base, j'ai juste pris un request handler, ça fait l'URL, n'importe quoi comme URL. Je vais juste récupérer le getParam, donc dans la query string, l'ID. Et puis en fonction de cet ID, en fait, je vais ici interroger sur l'event bus. Je vais envoyer un message à mon vertical DS18B20 et puis je vais lui donner l'ID de température. Et ici, je vais avoir un résultat asynchrone. Et en fonction du résultat, si ça me renvoie OK, c'est bon, je renvoie dans ma réponse, je renvoie la valeur que je récupère dans AR result body. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, je renvoie une erreur 500. Donc je vais pouvoir maintenant démarrer mon programme. Je ne me souviens plus, c'est le 04. Il va falloir que -jar. OK. Donc là, vous voyez qu'on voit bien ici la lecture régulière de la température. Je ne l'avais pas montré, mais c'était ici toutes les 2 secondes en fait qu'il va aller lire la température. Donc il va la lire au déploiement et ensuite il va la lire toutes les 2 secondes. Donc on voit ici qu'il va effectivement lire toutes les 2 secondes la température. Je n'ai pas fait l'exercice parce que là, je n'ai pas le temps, mais si je n'avais pas mis dans une méthode execute blocking la lecture de l'API, j'aurais mis des warnings de la part de l'event bus pour dire attention, il y a quelque chose qui tourne depuis plus de tant de temps, est-ce que c'est pas normal? Donc en fait, il va vous loguer, Vertex offre la mécanique pour vous dire vous utilisez une API bloquante et faites quelque chose, c'est pas normal. Donc ici, je vais pouvoir récupérer ça devrait être pas mal. Voilà, donc là je récupère la température, il fait chaud ici, de chaque capteur. Bon, à 0,1 degré près, ils sont tous les deux à 5 mm d'écart, c'est à peu près correct. Ok, donc, il faut que je revienne sur mes slides, voilà. Donc là, on a vu effectivement un appel d'API bloquante avec execute blocking. Je ne le montre pas, mais il y a aussi une possibilité d'avoir un peu plus que juste un execute blocking. Il y a d'autres, vous pouvez faire des verticals qui vont directement, mais qui vont s'exécuter eux-mêmes sur des, je crois que c'est des verticals, des worker thread vertical, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus de la dénomination. Voilà. Et ça va utiliser le même pool, il me semble, le même pool de thread dédié. Donc on a vu la composition de future, ce qui est plutôt assez intéressant pour pouvoir, dès que vous allez vouloir faire des tests ou des choses comme ça, que vous allez devoir attendre que des actions se fassent, c'est super sympa. Le serveur HTTP intégré et puis le mode request response. Donc là maintenant on va continuer avec 2 bus maintenant, le bus qu'on a déjà utilisé sur la température et puis le bus I2C pour les écrans. Alors là je vais en faire qu'un seul. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un fichier de configuration. En fait, on peut passer directement en ligne de commande une option qui est -conf, un fichier JSON, et Vertex apporte directement va directement lire ce fichier JSON et l'amène sur une que vous récupérez directement son contenu en fait en appelant config sur un abstract vertical. Donc ici, je vais récupérer le contenu. Le contenu JSON, en fait, c'est juste une adresse, en fait, ici,
Donc c'est une adresse, en fait j'ai deux écrans ici qui ont chacun une adresse différente. Une adresse sur le bus I2C, en fait il y a un système d'adressage. Et donc ici c'est l'adresse 0x27, si je parle en hexa, et en décimale c'est 39. Et là je vais aussi mettre un autre paramètre pour dire, tiens, est-ce que finalement je vais lire ou pas le bus OneWire. Pourquoi? Parce que sur ma Raspberry Pi ici, je vais décider de ne pas déployer le bus OneWire parce que je n'ai pas de capteur de température branché dessus. Par contre, je vais faire tourner le même jar et surtout le même vertical pour la gestion des LED, de l'écran LCD, pardon. J'aurais pu le faire de manière autrement. Donc ici, on va avoir donc ce config qui me permet de récupérer la config, et puis je vais également passer au vertical LCD cette même config en fait grâce à des options de déploiement. En fait, vous avez un certain nombre d'options disponibles pour déployer les verticals. Donc là, je montre juste la config, le set config, mais il y a tout un tas d'autres choses, notamment tout ce qui, alors il y a quoi? Il y a des timeouts, je crois, sur l'event bus. Qu'est-ce qu'il y a dans les options de déploiement? Le nombre d'instances, effectivement, bon, là, moi, j'en laisse qu'une, mais effectivement, c'est pour des déploiements. Est-ce qu'il est HA ou pas également? Je ne sais plus. Enfin, il y a tout un tas d'autres choses. Ensuite, donc le bus OneWire, ici, je vais récupérer son état en faisant tout simplement un get booléen du OneWire. Ça me renvoie la valeur false ou true que j'ai mis dans mon JSON. Et en fonction de ça, je le déploie ou pas. Et puis, voilà. Le LCD, par contre, qu'est-ce qui va se passer sur le LCD? En fait, là, j'utilise une autre API qui vient de P4G. Alors, toutes les adresses et autres, là, il y en a deux sortes. Ça dépend du type de... Donc, c'est dans les commentaires du code source, donc il faut un petit peu se connaître. Mais vous allez avoir directement ici celui qui correspond au chip, un chip très répandu sur l'écran LCD. Donc, vous avez accès ici. Donc, là, vous voyez que j'ai récupéré l'adresse. J'instancie cet écran LCD. Je vais pouvoir gérer aussi son backlight ou pas. Enfin, c'est la LED qui va afficher ou pas. Et je vais ici consommer un message qui est sensor temp. C'est-à-dire que mon vertical ici, lui, va faire du publish. J'ai modifié le vertical ici pour faire du publish avec un objet JSON que je lui mets. Alors, je n'ai pas parlé de ça non plus, mais le message peut être de différents types. Il peut être alors, tout à l'heure, j'ai envoyé des messages juste sous forme de valeurs primitives, entre guillemets, mais on peut envoyer des messages très complexes, y compris des messages binaires. Ça m'est arrivé récemment d'utiliser des notions de buffer pour envoyer des messages binaires. Il y a aussi tout un tas de mécaniques sous forme de codec si vous voulez faire des choses plus complexes également. Mais le JSON fonctionne très bien. Ça doit être un wrapper offert par Vertex, si je ne me trompe pas, sur Jackson. Donc ici, il y a une API un peu plus simple du coup que Jackson, où vous allez pouvoir mettre sensor 1, sensor 2, et puis directement publier cette température sur cette adresse sensor stamp. Et du coup, je la récupère dans mon LCD vertical ici, où lorsque je reçois un message qui a été publié, eh bien, je vais aller faire un write len sur mon écran LCD. Donc voyons voir ce que ça donne. C'est celui-là. Il faut que j'accélère. Non, c'est pas celui. Si, c'est ça. Je suis où là? Oui. Je suis en train de penser à autre chose et du coup, je fais des bêtises. Build, lib, hop, voilà. Donc ici, je vais déplacer maintenant ma caméra pour vous montrer que, hop, oui, il y a un NP. Oui, c'est normal. J'ai pas traité le cas, j'ai pas passé le fichier de conf. Et j'ai pas testé le null pointer sur mon fichier de conf. Est-ce que j'ai l'adresse ou pas? C'est mal. Donc, -conf. Là, je l'ai mis dans 0.5. Hop, src main conf.
Voilà, donc ici, directement en ligne de commande, je lui passe le fichier de conf. Et donc ici, vous voyez les températures s'afficher sur mon écran LCD. Donc pour vous montrer que toutes les 2 secondes, ça bouge, je vais mettre mon doigt, voilà, il est plus chaud que 24, donc ça augmente un petit peu la température. Donc là, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça, c'est une fonction super intéressante. Je vais vous montrer la notion distribuée de l'Event Bus, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer un cluster avec plusieurs, soit sur la même machine ou plusieurs machines, mais là, du coup, j'ai utilisé plusieurs machines. Et donc, je vais pouvoir publier ce message de température sur l'Event Bus, mais sans me dire est-ce que ça va être affiché sur cet écran LCD ou sur celui-ci. Moi, je le publie sur l'Event Bus. Donc, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est que je rajoute "cluster". Et donc là, il met en place une mécanique un petit peu différente, en espérant que mon réseau, c'était bon. Donc là, ça utilise derrière Hazelcast par défaut pour faire ce cluster. Voilà, donc là, on voit que mon cluster, il a été déployé, il y a un membre. Donc maintenant, je vais aller sur ma Raspberry Pi, je vais faire la même chose. Je vérifie, hop, ça doit être bon. Donc là, je lance, vous voyez que j'ai la même chose qui se passe. Il essaye de retrouver les membres du cluster sur le réseau. Voilà, il a trouvé les deuxièmes. Donc maintenant, mes messages qui sont publiés, donc là, il déploie le vertical. OK, voilà, ça y est. Mes messages qui sont envoyés, finalement, maintenant, sont reçus par les deux instances. Donc si je mets mon doigt sur un des capteurs, vous allez voir exactement en même temps les écrans bouger. Formidable, hein, l'Event Bus. Comment ? OK, donc là, j'ai plutôt montré, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais passer directement à la partie web. En fait, il y a des choses, là, j'ai montré que là, en surface, la partie web, et on peut faire des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus cossues, j'allais dire, et ceux qui ont fait du Node avec de l'Express ne vont pas être trop perdus parce que, si j'ai bien compris, ça a été fortement inspiré de Node. Donc, si je reprends ici le vertical, en fait, il y a une notion de routeur, exactement comme sur Node également, où vous allez pouvoir définir un ensemble de chemins. Vous allez pouvoir définir pour chaque chemin, ici, moi j'ai utilisé la notation de Java 8, hein, j'ai oublié de le préciser, mais Vertix ne marche qu'avec Java 8 et ça utilise beaucoup les lambda ou les méthodes références ou tout ce type d'annotations qui ne sont disponibles que sur Java 8, de fonctionnalités qui sont disponibles que sur Java 8. Donc ici, j'ai des méthodes en fait que je vais envoyer, que je map avec les URL et ensuite je vais avoir ici mes méthodes qui vont récupérer à l'intérieur. Donc là, je passe vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais du coup, ça va vous montrer que je vais pouvoir récupérer sur une URL la température. Au-delà de ça, j'ai commencé aussi à mettre une notion de WebSocket également dessus, où j'ai déployé en fait via SockJS. En fait, on va pouvoir déporter également l'accès à l'Event Bus dans le navigateur web via des WebSockets. Et donc là, il y a un bridge à paramétrer pour ça, où on va lui dire quels sont de l'extérieur ce qui est permis d'entrer et ce qui est permis de sortir. Et avec une route spécifique ici pour la partie SockJS. Hop. Donc, je reviens sur mon Node-READ. Toc. Et ici, je fais java-jar 07. Donc ici, de la même manière, en fait, je vais récupérer... Non, c'est 10.42. C'est celle-ci. Voilà, donc ici, je récupère directement les températures via... Vous voyez que si je les amène ici, voilà, je récupère les températures directement en WebSocket. On peut le voir.
Si je vais voir le network ici, alors il faut que je recharge l'application parce que je n'ai pas l'initialisation. Voilà. Donc ici, on voit l'ensemble des informations qui passent sur le WebSocket. Donc je reviens vite sur le code que je ne vous ai pas montré, qui est le code JavaScript en fait. Par défaut, je ne vous ai pas montré, mais il y a un static handler ici qui vous met à disposition les ressources qui sont dans Webroot. Et j'ai un fichier app.js qui contient les informations. Donc c'est une application Angular basique, entre guillemets. Mais ce qui est important de voir, c'est ici l'Eventbus qui vous permet d'accéder à tout ça. Donc, hop, je repasse sur les slides. Parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a pas mal de techno-clientes en fait, qui sont disponibles en termes pour accéder à cet Eventbus, parce qu'il y a un bridge notamment TCP, donc on peut accéder à l'extérieur. Vous pouvez utiliser SOCJS dans Node également, et il y a aussi des librairies pour y accéder dans Android. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la haute dispo. Donc c'était c'est le HA, il y a la capacité en fait un vertical d'être surveillé par le cluster pour être déployé sur un autre nœud si jamais si un nœud n'est plus dispo. Donc les workers vertical, le mix de langage, il y a une ligne de commande, on peut partager des données entre les différentes instances de vertical. Je n'ai pas montré ça non plus, le Vertix Unit, les accès à la base de données. Il y a une implémentation avec RxJava, donc enfin une intégration. Le shell, super intéressant pour aller faire du SSH en direct dans votre appli. Et puis, l'ensemble des ressources disponibles dans Vertix Awesome. Tout le code que j'ai montré ou pas est là. Voilà, merci. Alors, je suis un petit peu en retard, donc les questions, si vous voulez, on pourra les faire dans le couloir à côté, parce qu'il faut que je libère la place. Merci.